Ouais. Donc, bonjour, je vais présenter le cas d'une jeune patiente qu'on a vue à Brest. Elle est née en 2015 et elle a été suivie à partir de 2020 en dermatogénétique pour une anhydrose généralisée qui était à l'origine d'une intolérance à la chaleur. Cette intolérance à la chaleur avait été remarquée très tôt, dès la première année de vie, où les parents remarquaient qu'elle ne supportait pas les températures qui excédaient 23 degrés et elle recherchait systématiquement la fraîcheur. Il y a eu plusieurs épisodes d'hyperthermie pour lesquels les parents la couvraient de linge mouillé et ils ont aussi déménagé du sud de la France vers la Bretagne, dont le père est originaire. Au niveau de la famille, elle est issue d'un couple non apparenté. Elle a un petit frère en bonne santé. Son père est donc d'origine bretonne. Il a été diagnostiqué d'un TDAH comme un de ses neveux. Du côté de la mère est également en bonne santé. Elle vient de La Réunion. Et il n'y a pas d'antécédent à connotation génétique dans sa famille. Pour dire un mot rapide, au niveau des antécédents, elle est née à 39 semaines, elle est née à terme. Les mensurations à naissance étaient normales, il y a une bonne adaptation à la vie extra-utérine. Sa croissance est restée stable entre plus 2 et plus 3 DS, ses parents étant eux-mêmes déjà assez un peu grands. Dans la première année de vie, il y a eu plusieurs épisodes de conjonctivite et à 18 mois et à 2 ans, des épisodes de pyélonéphrite. Au niveau de l'examen clinique, il n'y avait pas de dysmorphie faciale. Concernant l'examen de la peau et des fanères, on avait donc l'anhydrose cutanée avec une xérose cutanée marquée qui prédominait au niveau des extrémités, des lésions d'eczéma, une kératose pilaire. Il n'y avait pas d'hypotrichose au niveau des sourcils, les cheveux étaient fins et frisés de densité normale comme ceux de sa mère, sans anomalie retrouvée au dermoscope. Il y avait d'autre part pas d'anomalie des ongles. Par ailleurs, il n'y avait pas d'anomalie des dents, pas d'acroparesthésie, pas de plainte douloureuse, pas de tableau digestif, pas de fatigabilité. A priori, il n'y avait pas d'insensibilité à la douleur et j'y reviendrai plus tard, mais les parents n'avaient pas fait rapporter d'antécédents de fracture passée inaperçus. Concernant le développement psychomoteur, la station assise a été acquise à 9 mois, la marche à 15 mois, il y a par contre eu un petit décalage dans l'acquisition du langage. Les parents remarquaient assez tôt des difficultés relationnelles avec une tendance à s'isoler du groupe et à être mutique et des crises de colère qui étaient assez marquées. Le diagnostic de TDAH a été porté en avril 2024 et est depuis traité par méthylphénidate. Devant ce tableau, il y a eu plusieurs hypothèses. D'abord la maladie de Fabry, mais il n'y avait pas en fait beaucoup d'éléments en faveur, étant donné qu'il y avait seulement l'anhydrose. Elle a été vue en RCP dysplasie ectodermique qui proposait une mutation dans le gène WNT1A, mais il y avait également assez peu d'éléments en faveur. Un autre avis proposait un syndrome beaucoup plus rare, celui d'anhydrose isolée généralisée avec glande tutoripare intacte. Mais au final, tous les premiers examens sont revenus négatifs, ce qui a conduit à la réalisation d'un génome en trio, qui a retrouvé ceci. 2 variants classés probablement pathogènes dans le gène NTRK1, un variant d'origine maternelle qui est un variant touchant le site dépistage, donneur dépistage de l'intron 7, et le variant d'origine paternelle qui touche un acide aminé très conservé. Donc, le gène NTRK1, une perte de fonction dans ce gène donne le syndrome SIPA pour insensibilité congénitale à la douleur avec anhydrose, qui est aussi appelé H54 pour neuropathie autonome sensorielle héréditaire de type 4. C'est une maladie autosomique récessive qui a été décrite par Swanson en 1963. Le gène NTRK1, donc, il est situé en région 1Q de 3.1 qui comporte 17 exons et code pour un récepteur tyrosine kinase qui est un récepteur au NGF. Le système TRK-NGF joue un rôle important dans la croissance et la survie neuronale. Ainsi, chez les patients SIPA qui ont fait une biopsie cutanée, on ne retrouve pas de fibre C amyélinisée. Il joue également un rôle dans la plasticité synaptique et dans la différenciation des cellules mésenchymateuses et du périosthe en fibroblastes, et également dans la signalisation des lymphocytes B. À ce jour, il y a plus de 100 variants pathogènes qui ont été décrits. Il a été tenté d'établir des corrélations génotype-phénotype, notamment au niveau de la déficience intellectuelle qui est présentée chez les patients, mais ça n'a pas été très fructueux. C'est une pathologie qui est ultra rare, sauf dans 2 populations, au Japon où il y a eu un effet fondateur. Et en 2009, il y avait déjà entre 130 et 210 patients qui avaient été recensés, et on retrouve chez eux, chez 50% d'entre eux, le même variant. Et dans les populations bédouines d'Israël et de Palestine, on retrouve chez 90% des patients SIPA le même variant. En France, il y a eu une étude rétrospective faite en 2021 au niveau national qui a retrouvé sur les 20 dernières années 7 patients, dont 2 qui étaient d'origine française. De manière un peu assez intéressante, le patient d'origine algérienne a présenté le même variant que les populations bédouines d'Israël et de Palestine.
Au niveau de la clinique, chez ces patients, donc il y a au premier plan l'insensibilité à la douleur et à la température, mais qui n'impacte pas du tout le toucher. Il y a aussi des hypotonies qui sont fréquemment remarquées dans les premières années de vie et qui se normalisent avec l'âge. Il y a un retard psychomoteur qui est très fréquent. Après, il y a une déficience intellectuelle, mais qui est un peu plus variable. Chez 50% des patients, on retrouve une hyperactivité, une labilité émotionnelle. L'anhydrose aussi, qui est présente chez quasiment tous les patients, qui est à l'origine d'une hyperthermie qui peut être responsable de crises convulsives. Et parfois des hypothermies sont décrites, mais de manière un peu plus rare. En lien avec l'insensibilité à la douleur, il y a des comportements d'automutilation qui sont décrits chez beaucoup de patients qui peuvent aller jusqu'aux amputations, notamment au niveau de la langue, et des doigts et des orteils, comme on peut le voir ici. Il y a beaucoup de complications au niveau orthopédique et au niveau infectieux, avec des luxations de hanches, des fractures qui sont répétées, des brûlures et des déformations articulaires avec des arthropathies de Charcot qui sont retrouvées aussi fréquemment. Parmi les complications infectieuses, il y a les spondylocytes qui sont malheureusement vues assez tard. Le premier patient, celui-là, il a été vu parce qu'il a développé en quelques jours il avait de la fièvre, il a développé en quelques jours une scoliose. Et le patient d'à côté est malheureusement devenu paraplégique après, parce qu'il a été pris en charge un peu trop tard. Au niveau cutané, on retrouve des lésions d'eczéma et également des kératodermies palmoplantaires. Et au niveau oculaire, les infections de la cornée sont également très fréquentes en lien avec la perte chez certains patients du réflexe cornéen. Donc la présentation clinique est assez stéréotypée chez les 7 patients qui ont été trouvés en France. 100% présentaient l'insensibilité à la douleur, l'anhydrose, la déficience intellectuelle, les comportements d'automutilation. La revue de la littérature qui a été faite par une équipe coréenne en 2024 était un petit peu plus retrouvait des résultats un peu plus variables, mais il y avait toujours 97% d'anhydrose, 94% d'insensibilité à la douleur, 75% de déficience intellectuelle et 75% de comportement d'automutilation. Donc le diagnostic, il est posé en général de façon clinique dès la première année de vie devant une présentation classique d'insensibilité à la douleur avec comportement d'automutilation et d'anhydrose. Il est important que ce diagnostic soit posé de manière très précoce parce que la morbimortalité en lien avec ce syndrome est élevée. Il est estimé que 20% des patients décèdent avant 3 ans en lien avec les hyperthermies, les traumatismes répétés et les infections. Chez notre patiente, elle ne présentait pas un tableau aussi sévère, mais c'était très important pour eux, la famille, de porter ce diagnostic. Et également, en se replongeant dans ce dossier, pour pouvoir la réévaluer, parce que les parents ne s'en souvenaient pas du tout, mais à l'âge de 5 ans, elle a bien fait une fracture qui est passée inaperçue. La petite histoire, c'est qu'elle s'était coincée juste la main dans une porte. Au bout de 3 semaines, les parents ont remarqué qu'il y avait l'œdème qui n'avait pas diminué. Ils ont fait une radio, il y avait bien une fracture. Et donc, oui, elle n'était pas douloureuse dessus. Au final, j'aimerais vraiment souligner l'importance du génome qui a permis d'éclaircir sa présentation qui était peu typique et de mettre fin à l'errance diagnostique dans cette famille. Et je n'ai pas grand-chose d'autre. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup, Sarah. Tu as parfaitement répondu à la demande en termes de présentation. Encore un exemple de gène finalement qu'on retrouve muté dans le cancer. Tout à l'heure a été évoqué PIK3. C'est aussi, on retrouve, il y a CTNNB1 aussi qu'on retrouve en lien entre le cancer et les déficits intellectuels. Vraiment les choses qu'on découvre. Ça m'a beaucoup intéressée parce que je pense que on a un des patients qui est dans la série française, là, à Rennes. Il y a un autre avantage, c'est que cette malheureuse famille, en fait, était accusée de maltraitance chez cet enfant parce qu'il avait des fractures partout, des plaies partout, il revenait sans arrêt à l'hôpital, etc. Et quand on avait diagnostiqué, c'est très vieux parce qu'il est adulte, ce patient maintenant, mais je crois que c'est un de ceux qui m'a le plus marqué dans ma carrière, où on a eu l'impression d'être utile, en tout cas, parce que quand on a pu diagnostiquer cette insensibilité à la douleur, etc., voilà, malheureusement, ça ne l'a pas soigné, mais pour les parents, ça a été un tournant
Oui. incroyable, et d'autant que la mère, elle a dédié vraiment sa vie à cet enfant, et ça continue. Donc le diagnostic différentiel, dans les avantages de poser un diagnostic précis aussi, avec un pronostic et des choses à surveiller, il y a aussi des fois le diagnostic différentiel qui est important. Oui, c'est le gros diagnostic différentiel, la maltraitance. Donc, oui. Il y avait des questions. Le chat n'est pas dynamique ce matin. Il y a moins de personnes.